Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Bon, justement, avant de commencer, je vous propose tout de suite un rappel en bref des principales nouvelles de l'actualité. Donc, le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le président mauritanien ainsi qu'une délégation parlementaire américaine. Donc, il faut préciser que ça va être notre sujet principal pour ce soir. Aussi, l'actualité, c'est l'aéroport international de Bruxelles. C'est un thème qui a réouvert partiellement sous haute sécurité avec 3 vols symboliques 2 jours après les attentats de Bruxelles. Et des combats sporadiques entre forces azerbaïdjanaises et arméniennes se poursuivent au Nagorno-Karabakh. Ça pour l'actualité. Retour donc à notre édition, cette édition de Direct. Ce soir, comme je viens de vous le dire, nous allons parler de la visite actuelle du président mauritanien en Égypte. Donc le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz qui effectue une visite officielle en Égypte de 3 jours. Donc nous allons parler de cette visite, l'importance de cette visite donc pour l'Égypte et pour la Mauritanie. Et je rappelle aussi que la Mauritanie accueille le prochain sommet arabe prévu le 25 juillet. Donc ça va être dans la partie débat avec nos invités. Aussi, nous allons parler de la visite de la délégation de sénateurs du Congrès américain donc au Caire, une visite actuelle, et le président Abdel Fattah el-Sisi aussi a reçu cette délégation. Donc 2 volets pour ce soir dans la partie débat. Mais justement, et avant de commencer, nous allons aussi parler d'actualité. Donc on passe tout de suite au dossier syrien, puisque l'armée syrienne a annoncé hier avoir retrouvé les dépouilles de 42 personnes exécutées par Daesh, des civils et des militaires. La cité antique a été reprise des mains des terroristes le vendredi 25 mars, après 10 mois d'occupation. Le président syrien Bachar el-Assad avait réitéré plus tôt mercredi son appel à un gouvernement d'union nationale rassemblant ses fidèles et l'opposition. Cette proposition a été aussitôt rejetée par l'opposition qui réclame un organe de transition où il n'aurait aucun pouvoir. De toute façon, tout de suite, les détails de ce dossier dans ce commentaire signé d'Alia Karam. L'armée syrienne a annoncé samedi 2 avril avoir mis à jour un charnier contenant les corps de 42 personnes exécutées par l'organisation terroriste EI. L'armée a découvert un charnier comprenant les restes humains de 24 civils, dont 3 enfants et de 18 militaires, a précisé une source gouvernementale. Leurs dépouilles ont été transportées vers l'hôpital militaire de Homs et certaines ont été identifiées. Les forces gouvernementales syriennes ont repris Palmyre le 27 mars à l'EI qui a occupé la ville pendant près d'1 an. Daesh a exécuté en totalité au moins 280 personnes durant son occupation de Palmyre, estime l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Si près de 150 victimes étaient des membres de l'armée, des miliciens et des agents du régime syrien abattus durant la progression de l'EI vers la ville ou dans les heures et les jours suivant la déroute finale à l'époque des forces loyalistes, les autres victimes seraient des civils. Près d'une semaine après le départ des terroristes, la population de Palmyre qui a fui les combats des dernières semaines n'est toujours pas revenue par crainte des mines plantées par l'EI, de représailles du régime ou du fait des importantes destructions causées par les combats et les bombardements aériens russes. Estimée à 70 000 personnes, avant la guerre, elle était tombée à 15 000 durant la présence de Daesh. La cité antique, patrimoine mondial de l'humanité, a par ailleurs subi de sérieuses dégradations. Certaines parties ont été dynamitées par les terroristes. Le président syrien Bachar al-Assad avait réitéré mercredi son appel à un gouvernement d'union nationale rassemblant ses fidèles et l'opposition. Interviewé par l'agence de presse officielle russe RIA Novosti, Bachar al-Assad a estimé logique que des forces indépendantes et de l'opposition participent à un gouvernement syrien. Cette proposition a été aussitôt rejetée par l'opposition qui réclame un organe de transition et il n'aurait aucun pouvoir. La Maison Blanche a elle aussi rejeté tout gouvernement syrien d'union, incluant le président syrien. La forme du corps exécutif qui doit diriger le pays en guerre jusqu'aux prochaines élections prévues par l'ONU dans 18 mois est la principale pomme de discorde entre les deux camps.
Dans sa résolution 2254, le Conseil de sécurité de l'ONU évoque l'établissement d'une gouvernance en charge de la transition politique, mais reste vague sur la forme qu'elle doit prendre. Le projet de constitution réclamé lui aussi dans la feuille de route de l'ONU pourrait en revanche être prêt en quelques semaines, a-t-il ajouté. Moscou et Washington espèrent, eux, un brouillon de projet d'ici août. Dans son entretien à RIA Novosti, Bachar al-Assad a par ailleurs estimé les dommages causés par 5 ans de conflit à plus de 200 milliards de dollars et annoncé que les entreprises des principaux alliés de la Syrie, la Russie, l'Iran et la Chine, seraient les premières naturellement invitées à participer à la reconstruction du pays. Tandis que le premier round des pourparlers indirects entre représentants de Damas et de l'opposition s'est achevé à Genève, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a pour sa part rappelé mercredi à une hausse exponentielle de la solidarité mondiale. Il a indiqué qu'au moins 420 000 Syriens, soit 10% du total des réfugiés et déplacés qui ont fui le conflit, avaient besoin de trouver un pays tiers au cours des 3 prochaines années. Le Liban, a-t-il rappelé, a accueilli plus d'1 million de Syriens, la Turquie plus de 2,7 millions et la Jordanie plus de 600 000. En comparaison, rappelle un rapport publié mardi par l'ONG britannique Oxfam, les pays riches n'ont réinstallé que 67 100 réfugiés syriens, soit 1,39% du total. À présent, en direction la Belgique, où l'aéroport international de Bruxelles a réouvert ce dimanche 3 avril, 12 jours après les attentats meurtriers qui ont frappé la capitale belge. On parle là d'une réouverture symbolique. Donc, en quelques jours, Brussels Airport a fait ériger une infrastructure provisoire permettant de traiter l'enregistrement de 800 passagers par heure, soit moins de 20% de la capacité normale de l'aéroport. Dalia Karam et les détails. Trois vols symboliques ont marqué dimanche la réouverture partielle de l'aéroport international de Bruxelles, sous sécurité renforcée 12 jours après les attentats meurtriers contre la capitale belge. Alors que se préparait ce long retour à la normale, la justice belge a inculpé samedi un homme de 33 ans pour participation aux activités d'un groupe terroriste dans le cadre de l'enquête sur un projet d'attentat imminent déjoué en France. C'est le 3e homme inculpé en Belgique depuis l'arrestation le 24 mars en région parisienne de Reda Criquet, chez qui un important arsenal dont des explosifs a été retrouvé. Dès demain dimanche, Brussels Airport devrait être partiellement opérationnel, a déclaré samedi son PDG Arnaud Fuist, voyant dans la réouverture de l'aéroport un signal d'espoir qui témoigne de notre volonté et de notre force pour surmonter cette épreuve et ne pas plier, a-t-il déclaré. Le hall des départs de l'aéroport a été frappé par un double attentat suicide le 22 mars, suivi 1 heure plus tard par un attentat dans le métro. Ces attaques ont fait 32 morts au total. La compagnie belge Brussels Airlines a opéré dimanche après-midi 3 vols à destination d'Athènes, Faro au Portugal et Turin en Italie, qui symbolise un retour à la normale pour l'aéroport, un poumon de l'économie belge qui génère 20 000 emplois dont 260 entreprises. La reprise du trafic se fera ensuite graduellement avec l'accueil dès lundi de passagers à l'arrivée également, même si à ce stade l'aéroport ne peut tourner qu'à 20% de ses capacités normales en ce qui concerne les départs. Les infrastructures temporaires montées après les attaques de grandes tentes blanches permettent d'enregistrer chaque heure quelques 800 passagers, ce qui représente en moyenne 6 vols. Des mesures de sécurité supplémentaires ont été décidées à l'issue d'une concertation du gouvernement avec les syndicats de police qui avaient agité jeudi soir la menace d'une grève si leurs revendications n'étaient pas entendues. L'aire de dépose minute qui longe le bâtiment des départs est interdite d'accès. Seuls les passagers munis de billets de documents d'identité pourront accéder à pied au hall d'enregistrement temporaire et leurs bagages seront contrôlés avant qu'ils ne puissent y entrer. L'aéroport ne sera pas desservi par les transports en commun, uniquement par les voitures particulières ou les taxis. La fermeture de l'aéroport aux voyageurs, le trafic de fret avait rapidement repris, conjugué à des annulations de dernière minute après les attentats, a pesé sur le secteur touristique. Ainsi, dans la région de Bruxelles, le taux d'occupation des hôtels a chuté de moitié depuis le 22 mars, selon un organisme professionnel. Même si le métro n'a pas complètement rouvert, la vie a rapidement repris ses droits dans la capitale belge.
Samedi, les magasins du centre-ville étaient ouverts et les rues animées en cette période de vacances scolaires. Mais toute manifestation a été interdite. La police a été déployée en nombre à proximité de la place de la Bourse, transformée en mémorial par les habitants après les attentats. Et à Molenbeek, pointé du doigt comme un vivier de terroristes en raison des liens de certains des commandos de Paris avec cette commune populaire de Bruxelles. Et bon, on termine notre tournée dans l'actualité avec les menaces du terrorisme nucléaire, puisque plusieurs dirigeants qui ont été réunis à Washington autour de Barack Obama ont évoqué le travail à faire pour empêcher des organisations non équipées, plutôt des organisations non étatiques, d'avoir accès à des matériaux nucléaires. Le locataire plutôt de la Maison Blanche qui quittera le pouvoir en janvier est l'artisan du 4e sommet sur la sûreté nucléaire qu'il a créé en 2010 afin d'encourager les États à coopérer et empêcher des terroristes de s'emparer de matériaux nucléaires ou d'attaquer des infrastructures nucléaires. Encore une fois, je vous laisse avec les détails et ce commentaire signé Dalia Kalam. Juste après, ça va être notre partie débat et la visite du président mauritanien ainsi que celle de la délégation du Congrès américain. À tout de suite. Vendredi 1er avril, une cinquantaine de dirigeants de la planète se sont réunis à Washington autour du président américain Barack Obama. Ils se sont alarmés de la menace que représente le terrorisme nucléaire qui est en constante évolution. La menace du terrorisme nucléaire et radioactif reste l'un des plus grands défis pour la sécurité internationale et la menace évolue sans cesse. En mise en garde ces dirigeants dans un communiqué final à l'issue d'un sommet international sur la sûreté nucléaire orchestré jeudi et vendredi par Barack Obama. Ils ont réaffirmé la responsabilité fondamentale des États de maintenir en permanence une sécurité effective de tous les matériaux nucléaires et radioactifs, y compris ceux utilisés dans les armes nucléaires et les installations nucléaires sous leur contrôle. Il y a encore du travail à faire pour empêcher les organisations non étatiques d'avoir accès à des matériaux nucléaires ou radioactifs qui pourraient être utilisés à des intentions néfastes, ont indiqué les dirigeants. Auparavant, le président Obama avait mis en garde contre la menace d'une attaque nucléaire par des terroristes fous du groupe Daesh et réclamé une meilleure coopération mondiale pour renforcer la sûreté atomique. La menace nucléaire posée par la Corée du Nord a plané sur ce sommet initié par le président américain qui a tenté de convaincre son homologue chinois de faire pression sur son voisin nord-coréen pour l'amener à renoncer à son programme nucléaire. Mais aucun mot sur Israël, l'une des 4 puissances nucléaires non signataires du traité de non-prolifération. Le sommet a été marqué par ailleurs par l'absence de la Russie, Moscou ayant annoncé dès 2014 qu'elle n'allait pas prendre part à cette édition en dénonçant le rôle prépondérant qui y jouent les États-Unis. Les participants ont souligné que les mesures visant à renforcer la sécurité nucléaire ne doivent pas faire obstacle au droit des États de développer l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Cependant, ils ont constaté qu'il restait beaucoup à faire pour empêcher les groupes terroristes de s'emparer de matières nucléaires en relevant que la lutte contre le terrorisme nucléaire exigeait une coopération internationale incluant le partage d'informations conformément aux lois et procédures nationales des États, en réaffirmant le rôle central de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans le renforcement de la sécurité nucléaire au niveau mondial. Les pays participants se sont dit résolus à mettre en œuvre des plans d'action en soutien aux efforts des Nations Unies, de l'AIE et de l'Interpol. Ces plans doivent être toutefois mis en œuvre sur une base volontaire et conformément aux lois nationales. Le sommet 2016 a marqué sous cette forme la fin du processus des sommets sur la sécurité nucléaire.